D'abord, merci Pierre et messieurs également de m'avoir invité pour pouvoir présenter un, alors quelque chose que je n'ai pas encore, je n'avais pas vraiment présenté. J'ai déjà fait, il y a déjà plusieurs articles qui ont paru, notamment sur les évolutions monétaires aux Anscars, mais jamais sous cette forme, avec justement cette entrée par rapport au changement climatique et à l'adaptation du quotidien. Donc, pour cet exposé, je vais revenir donc la problématique que je vais traiter, en quoi la marche tyrannique d'un monde globalisant n'est que le symptôme d'une transmutation plus profonde dans la société Zanskarpa, à l'origine d'un délitement de l'inconscient collectif de cette société. En fait, c'est la problématique que j'avais annoncée dans le résumé et le jour où je l'ai formulée, je me suis dit: «Ah Salomé, tu l'as bien formulée». Alors je l'ai reprise telle quelle, je ne l'ai pas modifiée. Voilà, il y a des fois, on a comme ça des petites illuminations. Et donc, mais je vais commencer par vous présenter ce que c'est que le Zanskar parce que effectivement, tout le monde ne connaît pas. Ça fait déjà 25 ans que j'y vais. Et en 25 ans, je dirais qu'aux Zanskar, on est passé largement au niveau de la technologie et des représentations du monde, bah, d'une technologie où il y avait pas d'électricité, une seule voie carrossable, mais pas de bitume, à aujourd'hui des téléphones portables et même summum de la modernité pour les Vanscarpa, une machine qui a sa propre boutique qui sert à retirer des sous avec une carte. Donc, quand même, je dois avouer qu'on est passé d'un lieu absolument où effectivement c'était les monnaies traditionnelles qui avaient cours, avec un usage évidemment des monnaies fiduciaires qui était extrêmement restreint à, eh bien, on va le voir, une nouvelle considération de ce que c'est que l'avoir. Donc, je vais faire une petite présentation géographique, démographique et de l'organisation sociale. Et puis après, je vais parler plus précisément des usages et représentations de l'orge. Euh, pour continuer sur ce que penser la disruption en 3 temps superposés, parce qu'il me semble que effectivement, on peut parler d'une disruption. Il y a eu un moment disruptif, tel que Bernard Stiegler l'entend, c'est-à-dire un avant, un après sur la manière dont on va considérer l'orge par rapport à la monnaie fiduciaire. Et puis aujourd'hui, j'ai intitulé ça «Tu manges ou tu pries» parce que on va voir que l'orge, c'est une monnaie qui va être celle des moines et le riz, ça va être celle des laïcs pour ce qui est de manger, mais euh, prier, eh bien, là aussi, il y a des usages extrêmement discutés puisque le riz commence à challenger, je dirais, commence à faire de l'ombre à l'orge. Et quelques considérations sur le construit identitaire des Anscarpa parce que je suis du Montcienne et que j'aime bien revenir retravailler, retriturer ces différentes questions et dimensions qui est le construit identitaire d'une communauté. Donc le Zanskar, on est dans le nord de l'Inde, 3500 mètres d'altitude en fond de vallée. Le, donc, si l'on voit, oui, ça bouge, c'est bien. Donc, Padoum qui est là, c'est la capitale du Zanskar. Et cette vallée, elle est, vous voyez, il y a la chaîne du Zanskar avec un fleuve éponyme qui traverse et qui s'écoule en fond de vallée, qui va prendre sa source de ce côté-là. Ici, c'est un affluent. On a des cols à 5000 mètres, plus de 5000 mètres vers
vers l'ouest. Au nord, des cols à 4008 et à l'est, des cols à plus de 5000 également. C'est une vallée qui est loin d'être isolée, puisque on a des traces de peuplement assez ancien qui datent donc de 1000 avant Jésus-Christ, hein, les premières traces de peuplement. Donc un millénaire avant Jésus-Christ. Le bouddhisme tibétain arrive entre le 7e et le 10e siècle et les musulmans sont datés de 1532 avec l'arrivée de Mirza Haïdar Padoum. Alors pour vous donner une petite idée, en fait, on sait que on a les premières traces, signes d'agriculture et d'élevage dans le nord de l'Inde, au Baloutchistan, vers moins 7000, hein, donc 6 siècles avant les premières traces de peuplement aux Zanskars. La domestication des bovins, toujours donc dans le Merga, à savoir dans le Mégare, pardon, à savoir le Baloutchistan, c'est 5000 avant Jésus-Christ, 3500 ans pour les poteries tournées, qui dénotent donc une technique particulière, et 3000 ans l'agriculture du riz irrigué. Donc, moins 3000, agriculture du riz irrigué. C'est une date importante parce que à partir de là, on va commencer à parler de deux civilisations, justement, celle de la Tsampa et celle de la civilisation de l'orge et la civilisation du riz. La civilisation de l'orge, il y a un article très intéressant de Charles Rumble qui a été publié en 1993 dans Himal. Ça s'appelle Whiter Indeed Tsampa Eaters. Et donc, en septembre-octobre 13, pardon. Et effectivement, toute la région tibétaine est déjà qualifiée de Tsampa Eaters, à savoir les mangeurs d'orge. La population du Zanskar, c'est 13 600 habitants en 2011. Le dernier dénombrement de la population indienne a eu lieu en 2021, mais ils n'ont toujours pas terminé. Parce qu'un dénombrement de population en Inde, ce n'est pas simplement savoir combien il y a d'habitants, on va faire également une enquête pour savoir qui a des latrines, qui n'en a pas. Enfin bref, c'est un tableau monstrueux. Donc, un traitement des données monstrueuses. Il y a 93% de bouddhistes et 7% de musulmans, c'est à peu près stable, qui résident tous à Padoum ou les environs. Depuis 2019, le Zanskar est devenu territoire de l'Union, ce qui a profondément transformé l'organisation sociale et le foncier. Et on va voir que ça a impacté aussi directement la manière que l'on a considéré la monnaie roupie. Ils sont tous classés Scheduled Tribe Boto. Alors, Boto, ça vient de Beut. Et Beu, le peuple Beu, ce sont les Tibétains. Donc, ils sont tous classés tribu tibétaine. Mais Boto, localement, ça veut dire bouddhiste. En sanskari, tout comme à l'opposé de Boto, il y a les Kagé, donc les musulmans. Donc, on a une double acception quand on est musulman. Quand on est musulman, on est de tribus suivant dans la représentation zanskari, les zanskarpas. Donc, la langue zanskari, on est bouddhiste, musulman. On peut être bouddhiste, musulman, ça ne pose pas de problème identitairement. Et, mais ça veut dire quelque chose. Hein, donc, la société est divisée en 4 strates. Pour le monde tibétain, on parle de stratification sociale, avec les rois, sans grande surprise, tout en haut de la pyramide et très peu nombreux.
et tous bouddhistes, les seigneurs juste en dessous, qui sont également tous bouddhistes, les gens du commun qui sont bouddhistes et musulmans, et les forgerons qui ne sont que bouddhistes. Alors, comment, les musulmans sont au niveau des gens du commun parce que ce sont les gens du commun regroupent à la fois les agriculteurs et les commerçants. Or, lorsque Mirza Haïdar arrive à Padoue, c'est une volonté du grand Moghol qui l'envoie pour deux raisons. La première, surveiller la production de laine pashmina, puisque le Zanskar est réputé pour sa grande production de laine pashmina, et que le pashmina est un bien extrêmement précieux. Hein, la laine pashmina a autant de valeur que la soie. En fait, la laine pashmina est à la laine de mouton ce que la soie est au coton. C'est les mêmes rapports. Donc, c'est une laine qui est réservée uniquement pour la cour, qui est exportée depuis plusieurs siècles, depuis donc l'Himalaya jusque les cours de Perse et d'Europe. Le Zanskar est également riche en, en pierres précieuses. Pour exemple, le saphir qu'il y a sur la couronne d'Angleterre est extrait des mines qui sont justement juste là, à la limite du Zanskar. Donc, on a toujours eu beaucoup de jets. Et dans l'Antiquité romaine, pourquoi est-ce que on voulait aller conquérir le Zanskar et l'Himalaya? C'était à cause de l'or, parce qu'on trouvait l'or dans les cours d'eau, ce qui n'est pas ce qui n'est pas un mythe, hein. Tout simplement parce que les mines d'or affleuraient et comme il y a beaucoup de comment euh, beaucoup de séismes, et bien de ce fait-là, ça descendait et puis ça coulait. Voilà, donc pendant longtemps, on a trouvé de l'or, de l'argent, du fer dans les cours d'eau. Seuls les forgerons donc prenaient ces métaux. Ils sont tous bouddhistes parce qu'ils sont en lien avec tout ce qui est tellurgique et donc ils vivent à l'extérieur du village, n'ont pas accès aux terres arables ni au puits. Ils le travaillent puisque s'ils touchent à ce qui est tellurgique, ça veut dire que forcément ils vont triturer finalement les esprits qu'il y a dans le sol. Quand même, et s'ils sont pas malades, c'est que vraisemblablement ils sont passés un pacte. L'autre chose, c'est qu'ils touchent aussi les peaux des bêtes. Ils sont musiciens aussi. Donc ils touchent tout ce qui est le mort. Et ça, quand on est bouddhiste, c'est quand même pas très bien. C'est pas bon pour son karma. Donc les forgerons vivent à l'extérieur du village et ne vont pas prendre part au rituel, notamment, et je crois que c'est la diapo d'après. Alors ça, oui, je vous ai mis quand même une petite présentation de Padoue. Padoue, c'est une capitale. Je vous présente la capitale du Zanskar. On s'imagine. Alors, il y a quand même, vous voyez, il y a une différence de bâtiments entre les bâtisses. On abandonne les vieilles bâtisses pour construire des belles bâtisses en béton, au toit bleu. Rien à voir avec la pâtisse. Et ça, c'est tout nouveau. Pourquoi les toits sont bleus et inclinés? C'est parce que c'est la mode cachemiri. Tous les toits inclinés, ce sont des bâtisses nouvelles. Et c'est à cause du dérèglement climatique où maintenant il y a des pluies. Avant, il n'y avait pas de pluie. Donc, les maisons étaient en torchis et en pierre, renforcées avec du torchis autour, etc. Toit plat, enfin voilà. Aujourd'hui, devant le changement climatique, on modifie la bâtisse, on met du béton. Alors du coup, ils ont tous froid l'hiver, ils se plaignent tous. Et puis des toits inclinés et en tôle. Donc,
La production de l'orge, c'est une production qui est qui va se faire sur un court temps. Mais c'est de l'orge qui va être, on va dire, court. Il y a plusieurs types il y a plusieurs variétés. Ce type-là est adapté à l'altitude. Vers mai-juin, traditionnellement, ce que l'on faisait, d'où l'importance des toilettes sèches, on sortait les toilettes sèches, donc les toilettes de chaque maison. Les femmes les mélangeaient avec les pieds, avec de la terre, pour ensuite faire l'épandage dans les champs. Donc, chacun avait ses propres toilettes épandues dans son champ, évidemment. Ensuite, on faisait l'ensemencement. L'ensemencement se faisait à la herse avec tiré par des bovidés. Et donc, c'était souvent l'homme qui se mettait sur la herse et la femme qui suivait derrière et qui ensemençait. Les champs étant petits, parce que les terres arables vous l'avez vu, hein, là on le voit bien, on est quand même dans une ancienne vallée glaciaire. On voit que les terres arables sont autour de là où on habite. Après, tout le reste, c'est quand même assez dénudé. Il n'y a pas d'arbres. On est dans une économie sans arbres. De ce fait-là, les champs étaient fait en rond, puisqu'on ne fait pas reculer un animal, hein. Donc, tout simplement, il faut le faire tourner, donc on le fait tourner. Voilà. Ensuite, la culture, la surveillance du champ, c'est l'affaire des femmes, l'irrigation, l'affaire des hommes. Donc, il y a un ordre pour l'irrigation et l'entretien des canaux d'irrigation est communautaire. Ils appartiennent à tout le monde. À ce sujet, justement, ce qui est intéressant, c'est de noter que aujourd'hui encore, les musulmans cultivent les champs du roi. J'ai sorti un article là-dessus parce que sur la nomination des lieux et du foncier. Et lorsque Mirza Haïdar arrive à Padoue, évidemment, il a pas envie de rester l'hiver. -50, ça le refroidit un peu. Et, et du coup, mais comme en 1532, l'intérêt d'avoir un musulman pour les Anscarpas, au-delà du fait qu'il va surveiller la production de laine pashmina, c'est qu'il peut tenir un livre de comptes. Or, très intéressant, sur la grande route de commerce, savoir qui vous doit quoi, ça, ça fait bien l'affaire. Donc, Mirza Haïdar, lui, a ce savoir, il sait, il peut écrire, et à ce moment-là, il est missionné pour te lire les livres de comptes. L'autre chose, c'est que pour tenir les livres de comptes, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'année aux Anscars. Donc ça veut dire que le roi, de ce fait-là, va lui donner une femme bouddhiste, d'où aussi les mariages interreligieux entre bouddhistes et musulmans uniquement dans cette partie de la strate, et la stratification des gens du commun, hein. Et puis va aussi lui donner des champs, parce qu'il faut bien qu'il survive, le pauvre homme. Donc il a une femme et des champs, mais pas n'importe quel champ, évidemment, ceux du château. D'où la dénomination encore à l'heure actuelle des champs qui sont attribués aux musulmans, qui sont tous les champs du château, Kharjin. Donc il cultive ces champs. Aujourd'hui, en fait, à part la dénomination, évidemment, au niveau du cadastre, ces champs appartiennent à chaque famille, hein, c'est cadastré. Donc les champs sont pour chacun, ils ne sont pas délimités, ce qui est important. Parce que du coup, quand on va amener son bovidé paître dans les champs qu'on aura laissés en jachère, eh bien, on va traverser les autres champs. Mais on ne les traverse pas au beau milieu, on va les traverser sur les côtés.
Pourquoi est-ce que c'est important de mettre son bovidé dans sa parcelle? Parce qu'on va ramasser les bouses. Pour les faire sécher, on fait des marquages sur les bouses, on fait des décorations parce que ça va servir ensuite pour de combustible. Donc chacun est propriétaire de ses bouses avec son petit codage. Voilà. Lorsque donc l'orge grandit, grossit, etc., il y a 1 à 2 récoltes. On essaye d'avoir 2 récoltes dans l'été, qui va aller donc depuis juin jusque fin septembre. Euh, Ce sont les femmes qui vont s'occuper à la fois de ramasser la récolte une fois qu'elle est prête. Les hommes sont invités à prendre part, mais ils ne le font pas forcément. Et ce sont toujours les femmes qui transportent les récoltes, comme vous le voyez là, la Zoubida qui porte pas loin de 70 kilos sur le dos. Alors, c'est ça aussi, les femmes sont réputées fortes et les hommes fragiles. Donc, les hommes boivent le thé, pratiquent tout ce qui est activité politique. Les femmes sont réputées fortes, donc font les travaux des champs, s'occupent des bêtes, des cheptels, et assurent tous les travaux ménagers. Les femmes sont celles qui s'occupent du cheptel, elles en héritent. Les hommes héritent des maisons et des terres, les femmes héritent des cheptels. C'est également une femme qui va passer de village en village pour pouvoir, une fois qu'on a récolté donc l'orge, une fois qu'on l'a fait sécher sur le toit, eh bien, qu'on l'aura battu et foulé au pied pour pouvoir en extraire les graines. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va à ce moment-là le faire griller. Il va y avoir une partie de la récolte qui va être réservée pour l'ensemencement de l'année d'après. Donc, ce sont les femmes qui tiennent des celliers, puisque c'est elles qui tiennent la maison. C'est elles qui s'occupent de ce partage et de cette répartition. Et une autre partie va être grillée. Et ça, c'est la femme que vous voyez qui est en train de griller l'orge, va passer de village, de maison en maison. C'est une tâche qui est un savoir-faire qui est pratiqué par peu de personnes. Donc, elle passe de maison en maison, chacun est suivant un ordre bien établi, et elle met au fond de sa casserole, enfin de sa grande casserole, oui, du sable pour éviter que ça fasse pop-corn. Parce que si ça fait pop-corn, ça n'a plus d'usage. On ne peut pas faire de la farine. Pourquoi est-ce qu'on fait griller? Pour éviter que ça ne s'abîme. Parce que une céréale grillée, c'est une céréale qui va se conserver très longtemps. Et si on la moue en farine, eh bien, c'est comme ça qu'on obtient de la monnaie. Donc, ce que vous voyez à côté, c'est effectivement le moulin. Alors, c'est un moulin qui a besoin de personne. On a le sens du travail. Donc, ce sont des hommes qui surveillent le moulin. Ils ont le sens du travail. Donc, en fait, on met l'orge là. Voilà, les grains d'orge, on les met là. Ça coule tout doucement. Là, vous avez la meule. Et la meule fonctionne avec le cours d'eau. Il y a un cours d'eau qui passe en dessous, qui va faire tourner la meule. Donc, on verse l'orge, ça coule, on ferme le moulin. On n'a pas besoin de surveiller vu que ça va se faire tout seul. Et une fois que c'est tout fait, eh bien, on vient et on récolte tout ce qui est passé. Évidemment, ça va partout un petit peu. Et donc, on balaye et on remplit son sac de farine. Donc ça, c'est un travail des hommes. Qu'on voit qu'ils ont ça va. C'est juste verser et balayer. Comme jusque-là, ça va. Ça arrive. Comme il faut bien que je mette un petit peu en boîte ces messieurs de temps en temps. Donc, le, une fois,
il y a un ordre de passage, je disais. Cet ordre de passage, il est chaque année, il va y avoir une mémoire de qui est passé l'année d'avant pour que les maisons, alors évidemment, on commence toujours par les maisons les plus hautes dans la hiérarchie, on descend, hein, c'est pas trop dans l'autre ordre. Et mais à l'intérieur de ces strates, il y a un ordre qui tourne quand même, hein. Donc chacun son tour, et effectivement, on ne peut pas avoir plusieurs maisons qui mettent leur grain parce que sinon on mélangerait le grain avec la maison d'à côté. Donc chaque maison occupe le moulin à son tour. Il y a peu de moulins pour Padoue. L'été dernier, il y avait, j'en ai vu un, il n'y avait plus qu'un seul moulin en activité. Donc ça fait pas beaucoup. Et je vous disais que ça sert de monnaie. L'orge sert de monnaie. La première monnaie, c'est la monnaie rituelle pour le mariage, pour tout ce qui est sociabilité. Donc, on va donner de l'orge. Le principe d'une monnaie, c'est que ce soit sécable et non périssable, ce qui est le cas de la tsampa, puisque c'est de la farine d'orge grillée. Donc, c'est sécable, transportable, non périssable. On en donne pour conclure les mariages. Là, vous voyez, la mariée, elle pleure, mais c'est bien, il faut qu'elle pleure beaucoup, parce qu'un bon mariage, c'est une mariée qui a beaucoup pleuré. Elle quitte sa maison, donc elle doit pleurer ses parents parce qu'elle doit regretter effectivement tout ce qu'elle a vécu dans cette maison. Euh, on en donne au moment où on va conclure le mariage, mais on va aussi en donner et en manger tout au cours du mariage. C'est un bien qui est hautement valorisé aussi parce que il va être transportable et que l'on va pouvoir, pendant l'hiver, quand on va avoir à aller d'un endroit à un lieu, à un autre, pardon, le transporter avec soi. Et donc, on a toujours de la tsampa avec soi qu'on peut manger directement comme ça ou mélanger à du thé salé. C'est un bien rituel. C'est un bien rituel qui va servir de monnaie au monastère, mais qui va aussi servir pour les rituels eux-mêmes. Là, ce que vous voyez, ce sont des petites boules de tsampa qui sont en train, donc lors de rituels au moment c'était pour des bénédictions, des rituels propiatoires. Donc, on en fait des petites boules qu'on va distribuer. On va également amidonner sa coiffe de moine avec de la tsampa. Très bien, ça sert aussi à ça. Ça sert également à faire des petits, on les fait soit en beurre, soit en tsampa, des petites représentations que l'on va mettre à certains moments, par exemple, quand il va y avoir les rituels du mandala, etc., etc. Donc, c'est vraiment, vraiment très valorisé. Donc, quand on va demander un rituel à un monastère, bah, forcément, on va donner de la tsampa. On en fait également des galettes, des pains. Ces fameux pains que l'on distribue tout au long, par exemple, des enseignements du Dalai Lama quand il vient, ou des enseignements d'un Rinpoché. D'accord? Donc, chaque maisonnée va donner une partie un peu de tsampa et on va en faire des pains qui vont être distribués pour que les gens aient à boire et à manger. Pour le corps et pour l'esprit. Et donc, avant 1980, on a une circulation monétaire qui est la suivante, à savoir que on va avoir de la tsampa et du beurre qui vont circuler entre les trois strates les plus élevées.
Mais le numéraire, lui, ne va aller que seulement pour les forgerons. Pourquoi est-ce que la monnaie fiduciaire ou numéraire ne va que pour les forgerons? Parce que la monnaie est réputée sale. Elle transporte tout ce qui est donc les impuretés. Euh, on avait cette représentation des pièces qui sont sales, ce qui a permis d'ailleurs de passer très facilement de la monnaie pièce à la carte qui est plus propre finalement, puisque on n'est que soi à la toucher. Mais il y a des travaux là-dessus sur la représentation et c'est vrai que il y avait beaucoup de gens qui se disaient, mais les billets, tout le monde les a touchés, ça transporte des maladies. Les pièces, ça transporte des maladies, etc. Donc, se laver les mains, etc. Bon, en tous les cas, en Inde et aux Zanskars, le numéraire ne sert que pour les forgerons. L'autre chose, c'est que pendant longtemps aussi, le seul numéraire auquel on avait accès, c'était des pièces, les roupies, historiquement, étaient vraiment en argent. C'est-à-dire que ce qu'on voyait, c'était de l'argent pur. Donc, quand on avait des roupies du début du siècle, en fait, on avait une pièce, on avait de l'argent qui pouvait ensuite être fondu pour en faire des bijoux. Donc, c'était aussi un moyen de donner directement au forgeron du métal pour qu'il puisse le travailler. Lui, il gardait les scories qu'il refondait et puis il l'échangeait contre autre chose. Mais finalement, ça permettait de pouvoir avoir des bijoux, de pouvoir avoir des pièces dont on pouvait parer, notamment la coiffe traditionnelle des mariés, qui sont les péraques. Les péraques qui sont ça ressemble à une peau de serpent où on cousait en jute, sur laquelle on cousait à la fois des turquoises, hein, des coraux, mais également sur laquelle on pouvait mettre des pièces d'orfèvrerie, donc en or et en argent. Le, donc, comme ils étaient impurs, eux, on ne les mettait pas dans le transport de monnaie que l'on peut manger. Le beurre et la tsampa sont des monnaies que l'on peut consommer également, contrairement au métal. La, hum, il y avait une répartition de la monnaie, des usages de la monnaie qui était aussi en fonction de l'été et de l'hiver. Bon, évidemment, en hiver, aucun intérêt d'avoir des roupies, ça ne sert à rien, puisque il n'y a rien, il n'y a pas de magasin, ni rien jusqu'en 1980, aucun intérêt. Euh, la monnaie, euh, la monnaie en été, par contre, les roupies sont intéressantes puisque on a des administratifs, on a une administration qui commence à arriver, donc il faut bien payer les personnes qui travaillent dans l'administration et pour cela, on va les payer en roupies. Euh, la, les biens manufacturés également sont achetés en roupies, mais en hiver, on n'en achète pas, il n'y en a pas, il n'y a pas de boutique. En hiver, ce sont les monnaies agricoles et le beurre qui circulent avec de la tsampa un petit peu, mais uniquement pour les rituels puisqu'on va la réserver pour pouvoir se nourrir. Et puis le temps passe et comment est-ce que après 1980 les choses se sont transformées? Eh bien, d'abord il y a l'État indien qui impacte directement avec une administration qui devient de plus en plus présente. Et puis les touristes, étrangers ou indiens, qui, qui sont de plus en plus présents. Alors, c'est surtout pour le tourisme
Ça reste assez confidentiel jusque 2000, jusque 2002-2003, parce qu'il y a besoin d'avoir des permis spéciaux. La guerre des Cinq Glaces, c'est la dernière guerre indo-pakistanaise, c'est 1999 qui met la ligne, donc la ligne de front, le cessez-le-feu, mais la ligne de front pas très loin du Zanskar. Donc, et en fait a eu lieu à Kargil. Donc Kargil a donc 200 kilomètres de Padoue. Le fait est, pourquoi les cinq glaces? C'est parce que ce sont les cinq glaciers. Les Pakistanais sont arrivés par les cinq glaciers qui entourent justement cette région. Donc cette ligne de cessez-le-feu est pas très loin, qui va obliger également l'État indien à développer tout le système routier et évidemment un renforcement de l'armée indienne dans cette région. Donc on a à ce moment-là de plus en plus de monnaies en numéraire qui circulent et finalement on a des échanges monétaires qui se développent entre les différentes strates. Alors là, ça s'est décalé, c'est bizarre. Mais en fait, l'agricole, c'est uniquement pour les trois strates au-dessus, hein. C'est pas du tout avec les forgerons. Faudra que c'est bon. Il y a un problème là dans l'image, mais j'avais pas vu ça quand j'ai passé en PDF. Peut-être bon, tant pis. Donc là, il y a une erreur, hein. Faut pas tenir compte de ces deux-là. Normalement, c'est les deux en bas, elles vont ici, hein, comme avant. On n'a pas transformé. Ils ont toujours pas le droit, eux, à l'échange, aux échanges rituels en Tsampa, ça change pas. Donc, comme vous le voyez, de plus en plus de biens manufacturés à tel point que au pied des moulins à prière, on a donc des tapis de prière musulmans qui sont vendus par le top du top, c'est que c'est vendu par donc des Ladakhi ou des Tibétains qui viennent faire du commerce en été. Et donc, moi, je trouve ça assez fantastique. Donc, ce deuxième temps, c'est celui de la disruption. Donc, j'ai dit en trois temps, je reviens sur ce que c'est que ce concept de disruption pensé par Bernard Stiegler. J'ai pris la définition qu'il a donnée dans la disruption, comment ne pas devenir fou. Il dit la disruption consiste de la part des seigneurs de la guerre économique à aller plus vite que les sociétés pour les soumettre à des modèles qui détruisent les structures sociales et paralysent la puissance publique. Donc en fait, c'est bon, on est dans un donc le moment disruptif, c'est celui qui va finalement amener les Anscarpas à ne plus penser que l'argent roupie c'est sale, mais bien au contraire, il va y avoir un renversement de des configurations, un renversement en fait de valeurs dans la hiérarchie de valeurs. Et à ce moment-là, ils vont se mettre à penser l'argent différemment. Alors, le premier, les premiers sont les changements administratifs. Je vous disais, on est passé là, vous voyez des documents administratifs qui permettent de se faire reconnaître comme Scheduled Tribe. Là, c'est avant, mince, et quoi, elle est devenue folle, ma souris. Euh, c'est avant euh, donc avant le 57. Oui, mais c'est surtout quand on est encore dans le gouvernement de l'État du Jammu et Cachemire. Donc avant 2019, on a un document de cette sorte qui est très important
parce que avant 2019, seuls les Anscarpas peuvent être propriétaires d'un terrain aux Anscars. Aux Anscars, on a deux types de terrains. On a les terrains partagés, les territoires communs, qui appartiennent à ceux qui en font usage à ce moment-là. Donc, par exemple, lorsque l'on a un cheptel et que on l'emmène pâturer en très haute altitude, à ce moment-là, bon, bah, c'est son territoire, tout simplement parce qu'on en fait usage et qu'on va ramasser les bouses sur ce territoire et que ce sont les siennes. Mais on n'en est pas propriétaire au sens foncier du terme. On est propriétaire au sens foncier uniquement des lieux où l'on va construire sa maison et que l'on va cultiver. Et pour cela, il faut également être Anscarpa. De la même manière que pour établir un commerce, il faut être Anscarpa. On ne peut pas établir de commerce, on ne peut pas être propriétaire de son commerce si on n'a pas ce fameux certificat, comme quoi on est, on est bien de cette région, de ce territoire. À partir de 2019, tout cela change. Et d'ailleurs, les certificats aussi, maintenant, ce sont des certificats des territoires de l'Union. Territoire de l'Union, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est directement administré par New Delhi et que donc n'importe quel Indien peut venir acheter un morceau de territoire dans un territoire de l'Union. Le cadastre, donc, est ouvert et tous les territoires partagés qui ne sont pas cadastrés comme étant des propriétaires foncières de personnes du Zanskar peuvent être achetés par n'importe quel Indien autre. Or, on est dans l'Himalaya et l'Himalaya est très hautement valorisé dans l'imaginaire collectif puisque c'est la résidence des dieux. Donc, avoir un petit bout de territoire dans l'Himalaya, c'est quelque chose qui est très important, surtout quand on est hindou. Je vous rappelle que là, on est sur 93% de bouddhistes, 7% de musulmans. Il n'y en a pas d'hindous. Alors aujourd'hui, il y en a. Commence à y en avoir. Pas encore complètement officiellement, mais de plus en plus. Et donc, quand on dit une arrivée de l'administration et ces changements administratifs, ça veut dire aussi qu'on va avoir de ce fait-là une représentation du territoire qui va totalement être bouleversée, avec aussi une représentation des usages monétaires, de ce que l'on mange, de ce qui va être différent. Évidemment, on va valoriser hautement ce qui ramène et ce qui permet de s'identifier à une classe sociale plus élevée et à une richesse plus grande. Or, les Anscarpas, quand ils voient arriver donc ces personnes de l'administration indienne et notamment maintenant les touristes indiens qui arrivent en masse, qui ont une alimentation qui est à base de riz, et non pas d'orge, qui peuvent dépenser plus de 80 euros pour une nuit dans une chambre aux Anscars. Jusqu'alors, ce n'était pas le cas. L'administration également, qui a un droit de préemption sur 60% du territoire, achète 2 fois le prix du marché les territoires dont il a besoin et notamment tout ce qui lui permet de construire des routes pour l'armée. Donc, par exemple, les Anscarpas, de plus en plus, je crois que j'ai mis une photo, mais je ne suis pas sûre. Oui, les Anscarpas vendent ce qu'ils avaient, même des boutiques, etc., le long des routes, pour l'agrandissement des routes, parce que ça devient des routes de l'armée. Et lorsqu'ils vendent ces petits bouts de terrain, chaque côté des routes, ils sont payés 4 fois ce que le prix normal du terrain.
Donc, ça leur permet aussi à eux de pouvoir ensuite acheter un terrain ailleurs pour faire construire une maison ailleurs, puisque le Cachemire est également devenu territoire de l'Union. Donc, eux, ce qu'ils vont avoir comme intérêt, c'est d'aller dans d'autres territoires de l'Union, à savoir le Cachemire, par exemple, ou alors aller plus bas, mais dans des terrains, d'acheter d'autres terrains qui sont où le climat est un peu plus favorable pour pouvoir se faire construire de nouvelles maisons. Ça évite aussi, ça leur permet aussi de pouvoir entrer dans un système bancaire. À savoir que, d'où maintenant la petite carte qui permet d'avoir des sous, eh bien, avant, ils n'avaient aucun intérêt à rentrer dans un système bancaire puisque ça ne leur servait pas l'argent, à part pour acheter à la boutique d'à côté un petit peu de biens manufacturés. Bon, enfin bon, on n'était pas dans des dépenses astronomiques. Maintenant, si on veut faire construire une maison, si on veut avoir le satellite, si on veut la télé satellite évidemment, si on veut avoir tous des biens donc qui relient au monde globalisé, eh bien à ce moment-là, ça demande des investissements autres. Et pour cela, on a besoin de rentrer dans un système bancaire. Donc le changement administratif, en fait, d'un simple changement de dénomination du territoire amène des transformations bien plus profondes et notamment des transformations d'usage de ce territoire et des transformations d'usage aussi de considérations monétaires et d'usage alimentaire. Aujourd'hui, on a cela. L'autre moment disruptif, donc là, on est à partir des années 1980, mais avec une accélération en 2009 pour l'administration et le politique. Et là, pour le tourisme, on est dans une accélération aux alentours, pareil, de 2007-2009, avec le développement des villages modèles. Donc Karcha est élu village modèle. Donc il est élu village modèle, donc peut bénéficier d'investissements particuliers et donc notamment de fonds particuliers. On a un développement aussi des taxis, développement avec des homestays. Je crois que j'ai mis une image des homestays. Voilà, développement du tourisme avec les homestays, les développements des guest house dans les monastères ou en contrebas des monastères pour avoir plus de touristes. Euh, je trouve développement de tout ce qui est aussi volontariat au niveau du développement local, c'est-à-dire par exemple les missions d'ophtalmologie, les missions dentaires, les missions tout ce que vous voulez, aussi tout ce qui est au niveau du soin du corps. Et et puis, de plus en plus de touristes vont rechercher une expérience, une expérience dite spirituelle ou unique. Et le Zanskar, pour cela, donc, est assez réputé puisque il y a plusieurs ermitages, plusieurs grands ermitages. Les grands ermitages que l'on trouve, c'est notamment celui de Milarepa, donc à Zongkul, le grand traducteur du bouddhisme tibétain. Et il va y avoir tout un tourisme qui va s'organiser, donc tourisme spirituel, etc., etc. À tel point que ce tourisme transforme véritablement les usages à l'intérieur des maisons. On voit arriver, fleurir ce qu'on appelle les Himalayan homestays,
qui ne sont pas du tout des homestays, mais qui sont bel et bien des aménagements pour les touristes des maisons. Parce que vous avez vu tout à l'heure, on est dans une économie sans bois, et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de bois. Ce bois n'est évidemment pas du Zanskar. Il est totalement importé. Traditionnellement, on dort sur un tapis, ou on dort sur un matelas, mais qui est fait en chanvre. On dort pas sur des matelas mousse, dans des lits surélevés. Également, ces salles de bain absolument magnifiques et c'est ironique, et des flush toilets. Vous comprenez bien que c'est pas du tout la tradition. On est dans une raréfaction de l'eau, donc on a des toilettes sèches. Comme je vous disais, les toilettes normalement ils sont valorisés pour l'épandage. Bon, évidemment, avec le développement du tourisme, plus question d'aller mettre les déjections de gens inconnus dans son champ. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas d'où ils viennent, ni rien. Donc, on ne les met plus. Donc, les champs, de ce fait-là, ne vont plus être amendés de la même manière. La culture de l'orge ne peut plus se faire de la même manière. On va petit à petit délaisser cette culture de l'orge traditionnelle parce que impossibilité, justement, de pouvoir comment s'assurer de la propreté des déjections. Et on met des flush toilets. Les flush toilets, le problème, c'est qu'on n'a pas de tout à l'égout, donc pas de traitement. Donc en fait, on creuse un gros trou dans la terre pour tout déverser. Mais autre problème, c'est qu'on est à 3500 mètres d'altitude et que de ce fait-là, la transformation, toute la méthanisation, tout ce qu'on fait ne se passe pas du tout comme sur le plancher des vaches, n'est-ce pas? Ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, on a une pollution des sols qui rend aussi les sols infertiles. C'est puisque on va se mettre aussi à utiliser, qui dit toilette absolument carrelée, dit également usage de produits pour que ça brille. Donc, des produits qui ne se désintègrent pas, mais qui polluent les sols. On a également, pour tout ça, finalement, un problème d'acheminement, parce que les carrelages viennent du Pendjab, ou ils viennent de loin en Inde. Donc, il y a de plus en plus de camions, pas des camions électriques. Non, non, des camions pour gazole qui crachent une belle fumée noire et qui vont absolument se développer. La même chose pour toute la faïence que vous voyez là. Ça, les verres, les fenêtres, des grandes fenêtres, c'est coûteux. Ça veut dire du verre à transporter. On n'a pas le verre aux Anscars, donc on le fait venir. Bah forcément, il y a de la perte parce que dans l'Himalaya, on peut pas dire que les routes soient tout à fait toujours, enfin juste droites, hein. Et de ce fait-là, évidemment, pour une quantité commandée, il en faut bien plus qui soit transporté. Donc, tout cet écotourisme, finalement, va engendrer aussi des transformations profondes au niveau local et on arrive effectivement à un bouleversement climatique qui va être accru. Un bouleversement climatique avec de moins en moins de terres arables et de plus en plus d'infertilité. Également, en fait, vous ne pouvez pas le savoir, mais ce que vous voyez là, c'est un 7000 mètres. Et quand on voit aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que il y a de moins en moins de neige éternelle. Les neiges ont fondu, les glaciers ont fondu. Et s'il y a encore beaucoup d'eau dans les fonds de vallée, pour certaines années, c'est bien parce que le soleil tape de plus en plus fort et fait fondre la neige de plus en plus vite, ainsi que les glaciers.
Ça amène aussi des gros problèmes d'eau. Ça veut dire que le matin, vous avez dans beaucoup, et là on est à lait, on est vers 6 heures du matin, les gens ont besoin d'avoir un ravitaillement en eau potable parce que les eaux ne sont plus potables. Donc, on a des citernes d'eau potable qui acheminent l'eau pour qu'elle puisse être consommée. Euh, de la même manière, on a de plus en plus de, de pluie. Et on a la mousson qui a franchi maintenant la barrière himalayenne. Et de ce fait-là, on a de la mousson qui arrive euh, donc à plus de 3000 mètres d'altitude. La première année où il y a eu des grêlons, j'étais là. C'était c'était l'été 2009. C'était la première fois qu'ils voyaient des grêlons. Ils n'avaient jamais vu ça. Mais c'est pas des petits grêlons, hein, c'est des machins gros comme ça qui tombent hein, là-haut. On est dans le démesuré. Et les animaux étaient absolument paniqués, donc ils se sont tous mis à hurler. Les personnes se sont mises, étaient complètement prises de panique, donc sont allées sur les toits pour prier, pour faire tourner les moulins à prière et faire des prières. Les moines sont fait des prières, dans les monastères, on continue, etc. Parce qu'on ne comprenait pas ce que c'était. On n'avait jamais vu ça de sa vie. On ne savait pas ce que c'était. C'est c'est comme si c'était la fin du monde, en fait. Et les séismes, on connaît. Donc, on sait gérer. Mais la pluie. Et puis, des grêlons comme ça. Et donc après, d'où aussi ces transformations de l'habitat, ces transformations aussi, du coup, des récoltes de plus en plus qui sont détruites. À quoi ça sert de faire des récoltes si elles sont détruites alors qu'on peut acheter de quoi manger? Bon, on achète de quoi manger. Et puis voilà. Bah oui. À quoi ça sert? Donc, l'orge devient de plus en plus une monnaie qui va servir pour les rituels. On va y inclure de plus en plus aussi du riz quelquefois, que l'on va pouvoir aller acheter et que l'on va remplacer, puisque la céréale d'orge devient de plus en plus, de moins en moins cultivée, et à ce moment-là, elle disparaît. Dans les magasins d'État, puisque ils ont cette reconnaissance de ce qui est du tribe, ils ont droit également à avoir des tickets alimentaires et pour certaines choses. Et ils ont droit notamment à une quantité de riz. Donc, ça va leur permettre aussi de pouvoir inclure ça dans l'alimentation, en plus de l'acheter. De plus, vu qu'il y a de plus en plus de touristes indiens et que les Indiens sont de plus en plus présents, ils arrivent aussi avec leurs traditions alimentaires et des épices. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'épices, là où avant on ne mangeait pas épicé, pas de masala, jamais, jamais. On voyait le masala comme étant finalement un destructeur de tout son intérieur et pas du tout bon au niveau de des représentations de la médecine tibétaine. Aujourd'hui, on l'inclut de plus en plus. Donc, il y a aussi des problèmes de santé hein, qui sont liés. On sale de plus en plus, on mange de plus en plus gras. Donc, on a des problèmes d'hypertension, des problèmes également de cholestérol, des problèmes de diabète qui se sont beaucoup développés parce que effectivement, on n'avait pas l'habitude du thé sucré. C'était du thé salé, mais c'est pas du sel sodium hein, qu'on utilisait, c'était du sel rose de l'Himalaya et en fait, le goût salé était dû au fait qu'on mettait du sulfate de sodium pour faire, euh, pour faire rosir le thé qui était cuit, 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 cuit. Et ça faisait une sorte de fermentation. En fait, c'est ça qu'on appelait le thé salé. On mettait un peu de sel, mais très peu, finalement, par rapport à ce que c'est. Si vous mettez ce qu'on appelle la poudre à lever, si vous en mettez trop, ça donne un petit goût salé à votre pâtisserie. C'était ça qu'on mettait. Et donc, ça disparaît aussi.
pour être remplacé par le chai. Et donc, le chai, c'est quoi? Bah, c'est du sucre. Donc, du thé bouilli avec du lait et beaucoup de sucre. Et de ce fait-là, eh bien, forcément, c'est les gens qui n'avaient pas l'habitude de cette alimentation, ben, ça amène des problèmes de diabète qui se développent. Donc, problèmes d'hypertension, problèmes de diabète, problèmes de cholestérol, qui sont dus à ce changement alimentaire brutal, parce que le corps n'a pas eu le temps de s'habituer et qu'on est passé d'une vie ultra active où on se lève avec le soleil pour pouvoir mener les animaux au pâturage et puis après on mangeait rien le matin en fait au lever, on mangeait vers 10h30, on prenait juste un thé quand on se levait, on amenait d'abord les animaux, on faisait tout ce qu'on avait à faire, 10h30 on faisait une grosse pause avec le petit déjeuner et ensuite on mangeait assez léger. Au final, c'était assez pauvre en gras, plutôt riz avec un petit peu de carné, mais c'était une alimentation plutôt végétale. Là, on arrive à une alimentation toujours végétale, mais extrêmement calorifique, puisque beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Et aujourd'hui, en fait, même dans les moments ritualisés, eh bien, là, vous voyez, ce sont des femmes qui trient le riz. Donc, on fait cuire maintenant le riz dans les grandes marmites, comme ça, pour la communauté. Là, c'est lors d'un décès, donc on se réunit pour pouvoir faire à manger pour tout le monde. Donc, les femmes maintenant trient le riz. Là où avant, on aurait mis de la tsampa et que l'on aurait fait des grandes marmites les mêmes avec du thé salé pour distribuer à tout le monde avec de la tsampa et chacun fait ce qu'on appelle de la cola. On pouvait faire autre chose, mais aujourd'hui, on ne fait plus. On mange du riz et on va faire à côté des légumes et de la viande. Donc, qui dit viande dit aussi effectivement une nouvelle économie qui s'est mise en route. Forcément, parce que bah, les bêtes, elles ne grandissent pas aux anscars. Il y a un truc qui m'a toujours fait rire, c'est que maintenant ils mangent du poulet, mais les poulets, il n'y en avait pas. Ça ne pouvait pas passer la frontière, la barrière himalayenne, tout simplement à cause de leur bec. Ils faisaient des hémorragies, les pauvres. Donc, ils s'arrêtaient à une certaine altitude pour, pour pouvoir détourner la chose. Ben, il y a un jour un mec génial, il a emmené un des œufs. Et qui les œufs? Ben, les œufs, ils pouvaient passer la barrière himalayenne pour pouvoir éclore en altitude. Et donc, même les poules se sont habituées. Bon, elles peuvent toujours pas passer l'école, elles peuvent toujours pas survivre l'hiver. Donc, chaque printemps, on ramène des œufs fécondés pour pouvoir relancer la production. Mais c'est donc toute une industrie qui se développe aussi. Euh, les, les, les chèvres, les chèvres et les moutons, c'est la même chose. On en amène beaucoup pour pouvoir justement alimenter les restaurants, les touristes et la population qui maintenant s'est mise à manger beaucoup plus de viande. Et la viande, c'est pas du tout la même alimentation au niveau. Donc voilà, c'est beaucoup de choses, c'est vraiment des transformes. Donc le riz va avec tout ça. Et de ce fait-là, on arrive à des concepts qui m'ont permis de repenser en fait tout cela. Mais juste avant, je voudrais faire juste une chose par rapport pour faire le lien avec la communication d'avant et notamment sur les classifications. Euh, Ça m'a fait penser à voilà, la classification qui, donc, on le sait, est une codification des organismes végétaux. C'est donc dans l'introduction de Sophie Laligan et Marie Rouet sur donc l'ordonnancement du monde, repenser les ethnosciences, qui est paru en 2023. Donc, où elles disent dans l'introduction, la classification édifiée par Linné, abandonnée depuis longtemps pour d'autres systèmes sous l'effet de l'approfondissement de la science botanique, reste malgré tout en usage dans la codification des organismes végétaux comme animaux
en genre, suivi d'un nom d'espèce et dans l'édification des règles de nomenclature à deux termes, qui n'est autre que le système linéen binomal. Et puis, donc, elles partent de là pour repenser la hiérarchie, justement, et les classifications. Et elles vont parler notamment de classification fluide. Voilà, c'est ça, c'est les catégories fluides. Elles vont parler du concept de catégorie fluide. Alors, moi, je ne suis pas en ethnosciences, mon cher. Ça, c'est cet ouvrage-là. Je te montre après. Où justement, dans ces catégories fluides, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que finalement, riz ou orge, on est dans une catégorie fluide où finalement, on va plus prendre en considération le fait que ce soit une céréale et qu'il y a une possibilité d'avoir des usages multiples de cette céréale, mais il va y avoir une adaptation par rapport au climat et aux usages de dans cette classification céréale. On est passé de l'orge au riz, et pourquoi pas, un jour, on va passer du riz à autre chose. C'est pas du tout, c'est à mon avis quelque chose qui est en mouvement. Et pour cela, elle parle du fait que les classifications répondent à deux grands principes suivant leur analyse. La première, c'est une classification scientifique qui est bâtie en isolant. Et effectivement, nous, on parle de l'orge et du riz dans les céréales. Et que cette classification qui est bâtie en isolant, donc, a une influence centrale dans l'émergence et le développement des sciences et du monde académique. Et puis, et paradoxalement, elle relève également que dans le même temps émerge le divorce entre l'homme et l'environnement et le cosmos qui l'entoure. Plus avant, l'épistémé de la pensée humaine occidentale en est venu à traiter les humains et les non-humains. Donc, on est dans des représentations binaires. Le deuxième grand principe qu'elle relève de cette déclassification, c'est le fait que il y a une différence entre la classification scientifique et celle vernaculaire. Et que à ce moment-là, si la classification scientifique pour elle obéisse à l'exigence délibérée d'imposer un unique ordre, les classifications vernaculaires relèvent d'opérations dont la cohérence globale est non explicite et non objectivable pour un observateur lambda. Et moi, je mets ça directement en lien avec une phrase que j'avais relevée il y a longtemps dans Essai sur l'individualisme de Louis Dumont. 83. Voilà, où il dit notre système de valeurs détermine tout notre paysage mental. Et de fait, c'est pour moi, c'est pour ça que je disais que j'avais jamais envisagé cet espace monétaire et ces transformations des usages de monnaie rituelle et de monnaie et ces usages alimentaires de l'orge et du riz sous cet angle sous cette perspective finalement de la du changement climatique et que c'est pour moi quelque chose qui est j'ai parlé de symptômes d'une transmutation plus profonde dans la société des Anscarpa. Et je crois que c'est cela, ce glissement finalement des catégories ou ce glissement de catégories fluides, pour moi, il est à prendre plus comme quelque chose de symptomatique d'une transformation bien plus profonde qui est un changement de prisme dans la considération que l'on a de ce qui fait monnaie. Et au travers de ce qui fait monnaie, du coup, on va toucher évidemment à comment est-ce qu'on se construit identitairement. Parce que on n'échange pas n'importe quoi. On a des échanges rituels
qui utilise toujours une catégorie qui serait la céréale, mais on a aussi tous les autres échanges et cette transformation de la considération du numéraire, qui aujourd'hui n'est plus sale, puisqu'il est utilisé par tout le monde, par tous. Et donc, qu'est-ce que cet inconscient collectif nous dit de de ce construit identitaire? Et moi, c'est comme ça que je l'ai abordé pour reprendre ces concepts d'individus et de personnes, que j'ai donc, si le concept d'individu, je l'ai emprunté à Louis Dumont et comme je l'ai mis, sujet empirique, échantillon indivisible de l'espèce humaine tel qu'on le rencontre dans les sociétés d'une part, et d'autre part l'être moral, indépendant, autonome et ainsi essentiellement non social tel qu'on le rencontre avant tout dans notre idéologie moderne de l'homme et de la société. Le concept de personne, j'ai pas trouvé de définition qui me satisfasse. Donc, je vous en propose une qui sera certainement amenée à évoluer un jour, mais pour l'instant, c'est celle qui me satisfait. Comme je l'ai construite finalement en regard par rapport au concept d'individu. C'est pour ça que j'ai pris deux réalités, l'une empirique en référence au concept de substance, tel que défini par Descombes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas caractériser ou décrire, mais seulement invoquer pour servir de support ontologique ou qualité sensible de la chose. Et l'autre morale, à l'origine de la construction du self, qui permet de se concevoir dans une continuité d'existence et psychique au travers de la discontinuité des expériences relationnelles et émotionnelles. Et pour moi, ce moment disruptif a amené une transformation profonde dans l'inconscient collectif de comment est-ce qu'on fait société et avec qui on échange et comment on échange. Avec qui on échange maintenant avec tout. Donc ça veut dire aussi que au niveau de la stratification, il y a quelque chose qui s'est aplati dans le numéraire. Mais par contre, quand on parle du rituel, on ne fait pas rituel avec toutes. On fait rituel uniquement, les forgerons sont toujours exclus des échanges rituels. Ce qui veut dire on a bien deux catégories. Là, on a deux nouvelles catégories qui se sont mises en place, avec deux nouvelles circulations qui se sont mises en place. Avant, on avait une circulation hiver-été. Aujourd'hui, on a une circulation rituelle courant, usage numérique. Et avec eux, on a deux façons d'échanger les monnaies qui sont des monnaies différentes. Et ce changement climatique, cette transformation du foncier, renforce en fait parce que ceux qui ont accès aux rituels et ceux qui peuvent ordonner des rituels, il faut qu'ils aient du numéraire. Mais qui est-ce qui va avoir le plus de numéraire? Sinon, ceux qui peuvent accueillir les touristes, être dans l'administration et ou être dans le commerce. Et là, on est dans les trois premières strates en fait. Celle qui est tout en bas, elle reste cantonnée au fait que certes, elle a du numéraire, elle a un usage ancien du numéraire, mais elle est toujours exclue du rituel, ce qui ne lui permet pas d'accéder, toujours pas, aux échanges rituels en céréales. Pour moi, en tous les cas, il y a quelque chose d'intéressant à penser. Voilà. Et la dernière slide. Je vous remercie.